Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. J'espère que vous allez très bien. Dans notre spéciale vidéo d'aujourd'hui, je vais en fait partager mes expériences avec vous, d'accord? Je vais essayer en fait de partager avec vous certaines erreurs très très graves à éviter en tant qu'étudiant étranger en France, d'accord? C'est vrai que je suis plus étudiant, c'est sûr, mais je suis en train de vous partager en fait toutes mes expériences durant mes 6 années en France, d'accord? Et je pense que cela pourrait vous aider aussi à, à bien jouir votre vie estudiantine et par la suite que vous vouliez devenir, je sais pas quoi, salarié, entrepreneur ici en France, ou bien vous comptez retourner chez vous. Mais c'est en fait des informations que je vais dévoiler avec vous, ou bien je vais partager avec vous. Je pense vous seront utiles d'une manière ou l'autre. D'accord? Donc, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo parce que j'essaie d'être le plus naturel possible, d'accord? J'essaie en fait de partager avec vous tout ce qui vient en tête, d'accord, d'après mes expériences jusqu'à là. Donc, si je devais commencer, quelle est la première erreur à éviter si vous êtes étudiant en France? Bah, lorsque vous arrivez en France, il est impératif de valider votre visa. Donc, si vous êtes venu en tant que voilà, étudiant, certainement que un visa étudiant vous a été délivré, n'est-ce pas? Lorsque vous arrivez en France, il faudra, pardon, valider votre visa et je me rappelle même plus comment la validation de visa s'est fait parce que ça s'est fait à notre époque. Moi, j'étais à la fac de Marseille, oui, à la fac de médecine de Marseille, à la Timone. Et en fait, il y avait, quand même là-bas, les choses étaient plus organisées. Du coup, je faisais mon master en santé publique en ces moments et tous les étudiants étrangers, en fait, on devait simplement réunir nos passeports et je sais pas qui était chargé de prendre ça. Il y avait le Crous, voilà, et qui s'occupait de toutes ces affaires-là des étudiants étrangers. Ils recueillaient nos passeports, ils vont aller faire la validation auprès de l'OFI, ainsi de suite. Et par la suite, ils vont en fait nous renvoyer nos passeports avec le visa validé et surtout avec la vignette d'OFI collée sur le passeport qui porte votre numéro étranger, qui est votre numéro personnel unique, qui sera en fait, qui ne changera pas durant tout votre parcours en France en tant qu'étranger. Il va toujours figurer sur votre titre de séjour. Donc, c'est là très important parce que sans valider votre passeport, pardon, sans valider votre visa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas ces numéros étrangers-là. Et lorsque vous allez demander votre titre de séjour, vous pourrez être dans une situation compliquée parce que lorsque votre visa expire, pour demander votre premier titre de séjour en ligne, voilà, vous aurez pas simplement quoi? Parce que le visa est expiré, donc vous aurez du mal à demander votre premier titre de séjour sur le site ANEF parce que vous n'avez pas validé votre visa est maintenant expiré, vous n'avez pas de numéro étranger, euh, votre numéro de visa
ne compte plus non plus parce que le visa est expiré. Donc, vous serez dans un problème et vous allez peut-être faire recours à un avocat, ainsi de suite, dépenser de l'argent ou pour pouvoir en sortir. Donc, la première chose, c'est de penser d'abord à faire quoi? À valider votre visa dès que vous êtes arrivé. Qu'est-ce que je peux aussi partager avec vous? Après la validation de votre visa, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez commencer en fait à suivre vos cours et je vous conseille fortement de prendre vos cours en fait au sérieux, d'accord? Ne pense pas que voilà, c'est juste parce qu'il y a certains d'entre nous qui pensent que voilà, ils cherchaient ou elle cherchait juste à venir en France. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement euh, candidaté dans une université pour trouver une formation. Après, dès qu'il vient en France, il abandonne ses études et il commence à bosser, ainsi de suite. Ça, c'est là, c'est très, très grave. Pourquoi? Parce que chose à savoir, c'est que au moment du renouvellement de votre titre de séjour en France, la préfecture va toujours exiger que vous présentiez quoi? Euh, une attestation d'assiduité en cours, d'accord? Votre scolarité doit fournir en fait une attestation qui montre que vous étiez toujours présent en cours, ainsi de suite. Vous voyez, donc cela c'est très important. L'autre chose, c'est que euh, donc, il y aura l'attestation pardon, de présence, l'attestation d'assiduité, voilà, présence en cours, attestation d'assiduité, quoi d'autre, si je me rappelle bien. Bien sûr, votre attestation de scolarité, vous voyez. Donc, imaginez que vous n'avez pas pris vos études au sérieux. Vous avez échoué. L'année suivante, vous ne pourrez pas vous inscrire pour avoir une attestation de scolarité. Comment vous allez renouveler votre titre de séjour étudiant, sachant que c'est un an renouvelable? Si jamais vous n'étiez pas toujours au cours et la scolarité refuse de vous donner une attestation de de présidence, de présence ou d'assiduité, comment vous allez en fait pouvoir euh, renouveler votre titre de séjour? Donc, c'est très important. Peut-être que la formation, vous aviez choisi la formation juste comme ça. Après, vous êtes arrivé, vous n'êtes plus motivé, ainsi de suite. Mais je vous encourage de vous, de prendre vos études au sérieux. Toute chose que vous faites dans la vie, faites-le bien, d'accord? Même si c'est pas quelque chose qui vous plaît, il n'y a pas de formation inutile, on dit. Donc, prenez votre formation au sérieux. Et après, si jamais ça vous plaît pas, après la première année, maintenant, vous pourrez, après avoir réussi cette formation, vous pourrez vous inscrire dans une autre fac et vous aurez une attestation comment ça s'appelle? Vous aurez une attestation, une nouvelle attestation de scolarité pour une formation qui vous plaît. Et maintenant, vous pourrez continuer, voilà, votre parcours tranquillement. Mais prenez toujours vos études au sérieux. N'inscrivez pas à une formation après, vous allez en fait abandonner. L'autre chose, c'est quoi? C'est que lorsque, par exemple, vous allez travailler, c'est très bien, mais il faut respecter en fait comment ça s'appelle? Les heures, d'accord? On peut vérifier ça ensemble. J'ai oublié, je me rappelle plus en fait combien des heures on doit travailler en tant que, comment il s'appelle? En tant que étudiant en France, on peut chercher ensemble. J'ai oublié euh, nombre d'heures, si je dis nombre de étudiants, étudiants salariés ou je sais pas quoi, salariés.
Voilà. Donc, normalement, c'est 670 heures. C'est l'équivalent, c'est quoi? Donc, normalement, c'est 20 heures par semaine, soit 670 heures. D'accord? Vous ne pouvez pas dépasser ça. Et non, et je dois lire quand même, hein. Il dit quoi? Toujours, blablabla, les étudiants qui travaillent dans les universités françaises ne peuvent pas, en fait, ne peuvent ne peuvent pas travailler plus de 670 heures, d'accord? Entre le 1er et le 30 juin, et ne peuvent pas travailler euh, plus de 300 heures entre le 1er et le 31 juillet. Bah, je sais pas, hein, je pense que c'est 300 quelque chose, en tout cas, heures. Je sais pas si cela a changé, sinon, je vais dire combien de... Voilà. Donc, vous voyez, c'est 20 heures par semaine, entre 10 et 20 heures par semaine. Normalement, c'est à peu près 6 mois temps plein, hein. Si on va, voilà, 6 mois temps plein, soit... Donc, c'est comme ça. C'est à peu près 6 mois temps plein, d'accord? Et il faut pas du tout abuser. Donc, il faut bien respecter, c'est soit 20 heures par semaine, soit 6 mois temps plein dans l'année. Vous voyez? Donc, il faut pas abuser. Pourquoi? Parce que c'est la paix vous donner beaucoup de problèmes à la préfecture après. Donc, il faut bien respecter. Chose aussi à ne pas faire, c'est d'éviter carrément de travailler. C'est pas aussi bon. Il faut travailler si vous pouvez et en fonction de, voilà, des difficultés que vous avez, la difficulté des coûts, ainsi de suite. Mais si vous pouvez travailler, je vous conseille fortement de travailler. C'est très bien parce que lorsque en fait, l'État voit que vous travaillez, vous contribuez économiquement au pays, ainsi de suite, bah, ça vous facilite les tâches. Par exemple, lorsque vous voulez vous naturaliser après, ainsi de suite, il y a certaines qui passent, par exemple, plus de 6 ans, toujours étudiants en France. Mais si vous faisiez des jobs étudiants, ainsi de suite, bah, lorsque vous allez faire dépasser, ou bien vous avez fait peut-être 5 ans, vous pouvez déjà essayer de vous naturaliser et on peut vous accorder puisque vous contribuez économiquement. Donc, c'est très bien de travailler, mais il faut bien respecter les heures. L'autre chose que je voulais dire, c'est quoi? C'est maintenant, après vos études, il faut même pas attendre de finir vos études. Pendant que vous êtes toujours étudiant, ou bien vous soyez toujours étudiant, c'est très important de commencer à penser quelle sera votre fin après vos études, quelle démarche prendre, d'accord? Qu'est-ce que je pourrais faire pour changer mon statut? Parce que la plupart de nous, en tout cas, je dirais pas la plupart, il y a certaines qui comptent retourner chez eux après les études. Voilà, mais certaines veulent rester, mais ils n'ont pas du tout planifié leur avenir en France. Donc, si vous êtes venu en tant qu'étudiant, il faut commencer dès que vous êtes venu ici à exploiter quelles sont les différentes opportunités dans votre domaine d'études, parce que vous ne pouvez pas travailler dans n'importe quel domaine. Si vous êtes venu pour faire la médecine, bah, vous allez travailler dans la santé d'une manière générale. Si vous avez fait l'économie, bah, je sais pas quoi, finance, ainsi de suite. C'est comme ça marche. Vous pouvez pas abandonner, en fait, votre domaine pensant que vous pouvez aller travailler. Ça veut dire, j'ai fini mes études, maintenant je vais devenir salarié en travaillant comme en restauration.
ou hôtellerie alors que vous n'avez pas fait le tourisme. C'est pas possible. Donc, il faut bien penser à ça. Il faut bien aussi penser au salaire exigé pour le changement de statut, par exemple. Vous voyez, tout ça sont des informations que vous pouvez déjà commencer à... Il faut vous intéresser à toutes ces informations. Par exemple, si on cherche... Attendez, je vais chercher. Si on cherche, par exemple, changement de statut étudiant salarié, statut étudiant salarié, d'accord, on va voir combien, donc, salaire, je vais dire par exemple salaire, parce qu'il y a des exigences, hein. On ne peut pas, si vous êtes payé au-dessous du SMIC, ça ne va pas passer, vous voyez. Donc, vous voyez, par exemple, il vous faut combien? Il faut que votre salaire soit au moins 1,5 fois le SMIC pour pouvoir faire un changement de statut en salarié, vous voyez, soit 2000 net. Maintenant, c'est comme ça. Pour passeport talent, ça c'est pour avoir un titre de séjour salarié pluriannuel. Voilà. Premièrement, on va vous donner 1 an. Après, lorsque vous renouvelez, on va vous donner 4 ans. Mais il vous faut quand même un salaire au moins comme ça. Donc, même si vous finissez vos études, vous comptez changer votre statut, ainsi de suite, mais même si c'est dans votre domaine, malgré ça, le salaire est inférieur à 2500 ou bien on dit 2000 net, bah, vous risquez de ne pas pouvoir changer votre statut. Donc, le choix d'employeur, tout cela, c'est à planifier. L'autre chose à éviter, c'est même parfois de tomber dans le piège où, je ne sais pas quoi, vous n'avez même pas du tout eu un poste. Donc, finalement, vous avez fini vos études, mais vous n'avez pas eu de pause. Vous êtes en train de galérer, ainsi de suite. Donc, pour éviter ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut déjà prévoir. Parfois, peut-être vous avez fait une formation principale, mais peut-être cette formation ne pourrait pas malheureusement vous donner un boulot. Bah, vous pourrez faire des DU, des diplômes universitaires ou d'autres formations pour compléter votre formation principale afin de vous orienter vers un métier toujours dans votre domaine, mais qui recrute plus. Comme ça, vous augmentez votre chance d'avoir un poste parce que dès que vous finissez vos études, vous avez ce qu'on appelle l'APS en fonction de votre niveau d'études. L'APS, c'est uniquement pour les gens qui sont venus avec niveau euh, avec master ou peut-être licence pro, vous voyez. Mais si vous avez licence normale ou autre chose, BTS, peut-être que vous n'aurez pas droit à l'APS. Donc, si vous n'avez pas droit à l'APS, qu'est-ce que vous allez faire? Après vos études, vous devriez rentrer chez vous simplement. Donc, et même l'APS, c'est juste 1 an pour les gens qui ont au moins niveau master. Après les études, s'ils n'ont pas encore trouvé un poste, l'autre erreur à éviter, c'est quoi? C'est que parfois, on pense que on doit en fait prendre obligatoirement l'APS avant maintenant de faire la demande de changement de statut en salarié. C'est pas comme ça. Dès que vous êtes en dernière année de vos études universitaires, après votre stage et tout, si votre entreprise ne vous garde pas, vous pouvez dès à partir de ce moment commencer déjà à chercher un poste. Parce que c'est bien possible de changer directement votre statut salarié, pardon, étudiant en salarié ou même passeport talent si vous êtes bien payé dans les 50 000 bruts par mois, par exemple. Donc, c'est bien possible de faire recours à passeport talent ou même au titre de séjour salarié directement sans besoin de prendre l'APS, même si vous avez niveau master. L'APS, actuellement, il s'appelle RICP, Recherche d'emploi et création d'entreprise. RICICE. RICE. L'APS maintenant s'appelle carte de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise. Et ça vous permet après vos études de rester en France pendant 1 an afin de trouver un poste qui vous correspond. Donc, c'est ça l'avantage.
Mais après un an, si jamais vous ne trouvez pas de poste, bah, vous allez rentrer chez vous. Soit vous pouvez aussi créer une entreprise après un an. Comme ça, vous aurez encore un an pour, voilà, vous allez devenir votre propre patron si votre activité est lucrative. Et pendant ces temps aussi, vous pouvez continuer toujours de chercher des postes. Voilà. Comme ça, si jamais votre activité entrepreneuriale ne marche pas bien, bah, vous pouvez reconvertir en salarié si jamais vous trouvez un poste qui vous correspond. Euh, l'autre chose, l'autre chose que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est que si jamais vous avez perdu votre poste, supposons que ça arrive parfois que vous avez, par exemple, eu un poste et euh, peut-être vous avez été viré pendant la période d'essai. L'entreprise ne vous a pas donné ce qu'on appelle l'autorisation de travail parce que c'est l'entreprise généralement qui fait la demande de l'autorisation de travail auprès du ministère de l'Intérieur pour que vous puissiez en fait demander votre carte de séjour salarié lorsque vous trouvez un poste. Sinon, l'entreprise peut vous signer ce qu'on appelle un mandat pour que vous, vous, vous faites quoi? Pour que vous fassiez en fait la demande de l'autorisation de travail vous-même. Dès que vous avez l'autorisation de travail, maintenant vous allez aller sur ANEV pour demander en fait votre carte de changement de changer votre statut en salarié. Non, sur le site démarchesimplifiée.fr pour faire voilà, ou bien il y a certaines préfectures, vous allez envoyer le dossier directement à la préfecture. Voilà, donc ça dépend. Mais pourquoi j'ai dit tout ça? Je voulais même parce que je parle de beaucoup de choses à la fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, parce que je vous donne beaucoup d'informations. Mais c'est très important de connaître tout cela pour éviter en fait de tomber dans le piège. Ces pièges, voilà, dont je vous parle, voilà, ça revient. C'est en fait, je voulais juste vous rassurer que si jamais vous avez au moins un niveau master, lorsque, par exemple, vous avez été viré pendant la période d'essai, sans vous donner l'autorisation de travail, ou même vous aviez peut-être l'autorisation de travail, mais après, vous avez été viré, et de toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, c'est même si vous déposez à la préfecture, vous occupez pas le poste actuel, si vous avez la chance, peut-être on va vous donner quand même un an, toujours en tant que salarié, même si vous avez perdu le poste, puisque vous avez déjà l'autorisation de travail que l'entreprise a fait pour vous, même si vous avez été licencié pendant la période d'essai. Mais si jamais vous n'avez pas l'autorisation de travail ou quoi que ce soit, vous avez toujours la possibilité de demander ce qu'on appelle l'APS. Ça veut dire, à condition, l'APS, ça demande, c'est une fois dans votre parcours scolaire, voilà, en France. Vous avez le droit à l'APS une seule fois. Donc, étant donné que vous n'avez jamais pris l'APS, même si vous aviez, je sais pas quoi, fait n'importe quelle démarche après vos études, vous avez toujours le droit à l'APS. Donc, si vous avez trouvé un poste, ça n'a pas abouti, vous êtes licencié, vous pouvez toujours faire recours à l'APS. La demande de l'APS n'est pas forcément immédiatement après vos études, ce n'est pas ça. Vous voyez? Donc, c'est ça aussi l'autre conseil. Après, qu'est-ce que je peux vous ajouter comme un bonus? Bah, l'autre, je peux vous donner trop de conseils. Voilà, je peux pas vous embrouiller avec beaucoup d'informations, mais chose à garder en tête, comme j'ai dit, c'est si vous comptez rester en France après vos études, quelles sont les démarches à envisager? Si vous trouvez un poste, vous pouvez changer votre statut en salarié ou même en salarié en tant que passeport talent parce que vous avez un salaire très important autour de 50 000 par exemple annuel brut. Sinon, vous pouvez aussi prendre ce qu'on appelle l'APS qui vous permet, si vous avez au moins niveau master, qui vous permet de rester en France pendant un an avant pour chercher un emploi
ou bien pour créer une entreprise. Après un an, si vous ne trouvez pas un emploi, vous devrez rentrer chez vous. Sinon, vous pouvez créer une entreprise. Euh, En dehors de ça, qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire? Je vous dis aussi que l'APS, vous avez toujours le droit de faire recours à l'APS une fois que vous n'avez jamais pris l'APS en France. L'autre chose que je peux vous dire, c'est quoi? C'est de respecter les règles, d'accord? Euh, Vous êtes un étranger, comme le nom s'est dit, donc euh, comportez-vous bien, d'accord? Évitez en fait toutes sortes de problèmes. C'est ce que je peux vous dire, voilà, en tant que frère, peut-être. Je sais pas. Après, si vous avez d'autres questions ou remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein. Donc, ça fait en tout cas plaisir d'avoir échangé avec vous, même si c'est moi seul qui parle. Merci de liker, commenter et de vous abonner. C'est la seule manière de me soutenir et de soutenir la chaîne. Au revoir et bon courage et bonne chance dans vos démarches.